Je vais commencer par te piquer, Laurent. Moi, j'ai entendu que les LLM, ils résumaient toutes les infos en 2 minutes, alors ça sert à quoi d'avoir un média? On parle à des vrais gens qui ont besoin de conseils et pas juste d'une information. Vous squeezez l'étape plaire à Google pour plaire à l'internaute. Et ça, je pense que c'est le vrai objectif de la création de contenu et de l'inbound marketing et de l'acquisition. Comment on fait quand on est un média de curation de contenu pour continuer de faire du trafic SEO? Il faut s'approprier cette capacité à automatiser, à rendre plus facile, à décliner aussi. Les concurrents de demain, ils se forment aujourd'hui et eux maîtrisent les outils. Je peux vous dire que ça pique un petit peu. J'entends partout que l'info n'a plus de valeur parce que, soi-disant, ChatGPT peut résumer toutes les infos dispo sur le web en 30 secondes. Et alors, quand on dit ça à quelqu'un qui est propriétaire d'un média qui a plus d'1 million d'abonnés, je peux vous dire que ça pique un petit peu. Bienvenue dans Next Gen le Talk. Je suis Camille Difossé, la fondatrice de l'école du SEO et de Next Gen SEO. J'ai accompagné des centaines de personnes à monter en compétence sur un métier qui est en train de changer radicalement. J'ai nommé le SEO, ou autrement dit, comment être visible partout où les gens vous recherchent. Et aujourd'hui, le SEO, il se limite plus seulement à se positionner sur une URL de site web. Aujourd'hui, le métier se croise avec plein d'autres métiers, l'influence, le branding, les IA, et c'est exactement la raison d'être de ce podcast. Le concept, il est simple. On réunit des gens qui viennent de 2 mondes complètement différents, qui n'auraient jamais dû se rencontrer à l'origine, mais qui aujourd'hui, avec les évolutions du métier du référencement web, finalement, ils sont amenés à se croiser et littéralement, ils travaillent sur les mêmes outils. Et aujourd'hui, j'ai les meilleures personnes pour parler du sujet. À ma gauche, Laurent Garouste, le fondateur du média J'ai un pote dans la com, un média qui a plus d'1 million d'abonnés, le plus gros média marketing B2B de France, 22 collaborateurs, bientôt 23, qui travaillent sur le sujet et le prix d'entrepreneur média de l'année 2024. Merci de nous faire l'honneur de ta présence, Laurent, aujourd'hui. Merci pour l'invitation, Camille. Et puis, à ma droite, Nelly Kempf, mon binôme habituel, la cofondatrice de la méthode Next Gen SEO, mais aussi l'auteur du livre SEO devenez incontournable sur le web, sorti aux éditions Vuibert. Nelly va nous aider à décortiquer tout ça et à mettre en parallèle la notion de média d'autorité de Laurent avec les nouvelles notions du SEO, notamment la notion d'entité. Mais je ne vous spoil pas plus. Nous allons laisser nos invités aborder le sujet. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans un cadre exceptionnel puisque nous tournons sur une péniche sur la Seine à l'occasion du SEO Summit. Alors, sans plus attendre, je vais commencer par te piquer, Laurent. Allez. 730 000 abonnés, rien que sur LinkedIn déjà. 250 millions d'impressions par an sur les contenus. Mais moi, j'ai entendu que les LLM, au final... il résumait toutes les infos en 2 minutes, alors ça sert à quoi d'avoir un média? En fait, on va le fermer dans quelques jours. Non, je rigole. En fait, nous, ce qui va faire un peu la différence, ça va être une notion de branding et de lien avec les gens. On est un média B2B, donc on est peut-être un petit peu moins touché que certains médias un petit peu plus mainstream B2C, dans la mesure où on parle à des professionnels du marketing et de la com, et en fait, il faut pas juste résumer une information, il faut l'expliquer, la contextualiser par rapport à des personnes. Donc en fait, on a des contenus, je dis pas qu'on va pas y passer, mais en tout cas qui vont être un petit peu plus longs à potentiellement remplacer ou venir égaler, puisque on parle à des vrais gens qui ont besoin de conseils et pas juste d'une information. Donc pour l'instant ça va, c'est piquant mais ça va. Là maintenant tu es sur le point de regarder un épisode que j'ai tourné avec les plus grands spécialistes SEO en France et à l'international. Et si tu fais confiance à ce contenu, c'est parce que tu sais que je me suis entourée de gens qui savent de quoi ils parlent. Si ces épisodes ils existent, c'est aussi grâce au soutien de netlinking.com, parce que beaucoup pensent que le SEO c'est juste de la technique et des mots-clés, mais il faut pas oublier que la base de l'algorithme de Google c'est d'abord le PageRank, c'est-à-dire les liens de sites externes qui pointent vers toi, et plus tu vas en recevoir depuis des sites fiables, plus Google te considère comme quelqu'un d'important. Et la bonne nouvelle, c'est que maintenant, le PageRank, tu peux l'acheter grâce à des plateformes de netlinking, au lieu d'attendre que ça arrive naturellement. Sauf que tu peux pas acheter n'importe quoi, et c'est pour ça que sur netlinking.com, tu vas trouver des liens premium ultra thématisés, parce qu'ils ont un algorithme de rapprochement sémantique qui te propose des articles qui sont déjà indexés dans Google. Et en plus, leur plateforme utilise directement la data de la Search Console, donc tu sais exactement ce que tu achètes et le poids que ça va avoir sur ton site. Alors, je te conseille d'aller checker la plateforme parce qu'ils ont même des outils gratuits pour que tu puisses t'y mettre dès maintenant. Je les remercie énormément d'avoir soutenu ce format et je te laisse tout de suite avec l'épisode. Et du coup, c'est l'angle éditorial que vous avez avec le média J'ai un pote dans la com qui fait la différence par rapport à un LLM? Ouais, c'est ça, c'est que je pense que les LLM aujourd'hui, ils vont venir résumer une info très factuelle,
finalement qui va sortir un petit peu comme des agences de presse aussi qui viennent te donner une information. Bon bah ça on va pouvoir le résumer, on va pouvoir l'agréger, on va pouvoir faire des petits résumés de tout ça. Sauf que nous, ce que l'on fait, c'est qu'on donne pas juste une information, c'est qu'on vient la croiser à tout un tas d'autres sources, on va l'adapter dans notre cas à des décideurs en marketing et communication. Donc on va aller avoir besoin d'une approche un peu plus réfléchie et travaillée sur voilà cette information, voilà quels sont les impacts qu'elles peuvent avoir pour un directeur ou une directrice marketing, voilà comment est-ce qu'elle va peut-être changer votre stratégie, votre regard, votre approche d'une certaine information ou nouveauté qu'il va y avoir sur le marché. Donc il y a encore ce jus de cervelle, on va dire, humain pour l'instant qui a besoin parce qu'il va croiser énormément de choses, aller chercher sur de l'antériorité. Et pour l'instant, les LLM, je pense qu'ils sont très bons sur on leur donne du contenu, ils vont le retravailler. Mais les liens, même si ça arrive aussi assez vite, et la réflexion, pour l'instant, on arrive assez bien à se démarquer. Ouais, et puis je pense qu'il y a une vraie différence entre, finalement, aujourd'hui, avec les LLM, les infos sont extractibles par n'importe quel moteur de recherche ou modèle de langage. Mais en réalité, si tu n'es pas toi-même formé à quelle info tu as besoin de capter à tel moment de ta réflexion, finalement, tu te noies dans une masse d'infos et tu sais pas comment chercher le truc pertinent, quoi. Il y a ça, et c'est surtout que pour nous, la version, on va dire, article sur le site, c'est un des points d'entrée, mais déjà qui est pas obligatoire. Et c'est surtout le départ vers un parcours, vers autre chose. C'est ce qu'on disait tout à l'heure en off avec Nelly. C'est que l'article, on vient apprendre potentiellement une information qui aurait pu éventuellement être travaillée par ou en tout cas pré-mâchée par un LLM, mais qui va conduire à un dossier qui va amener un événement, donc on va devoir se voir, et là au bout d'un moment il n'y a plus de LLM, hein, c'est pas eux qui vont venir faire speaker à nos events, donc il y a cet enjeu de compréhension, de maîtrise du sujet, de légitimité de prendre la parole sur un sujet, et c'est donc éventuellement le LLM va venir faire un retravail et peut venir challenger la partie écriture qui va être publiée, mais voilà, on en décline tout un tas d'autres contenus, on en fait des scripts pour des vidéos qu'on a besoin d'incarner, donc même si le script il peut être aidé par un LLM, il y aura quand même pour l'instant un humain derrière qui va venir l'incarner et encore une fois le comprendre et conseiller des gens qui ont des problématiques qui sont presque individuelles. Ouais, et puis c'est intéressant parce que du coup, tu me fais un super pont avec les sujets de Nelly, notamment sur la multimodalité des contenus, qui est un vrai sujet. SEO, avant, on lançait un blog, on faisait une stratégie sémantique, quelques mots-clés, quelques blogs sur ces thématiques-là, et puis on se positionnait sur les requêtes. Aujourd'hui, on en est beaucoup plus loin, et puis je vais te laisser prendre la parole là-dessus, Nelly, parce que comment on fait aujourd'hui, quand on est un média de curation de contenu, typiquement, pour continuer de faire du trafic SEO? Justement, je pense que Laurent, tu l'as très bien dit, il faut pas être un média de curation de contenu. Il faut aller beaucoup plus loin parce que les LLM sont capables de venir extraire toutes les informations, mais ils sont pas capables d'ajouter de valeur. Ils sont pas capables de faire d'analyses qui ne vont pas être fondées sur des choses qui ont déjà été analysées au préalable. Donc, pour pouvoir se démarquer d'un média de curation qui va mourir dans les prochains mois, voire les prochaines années, il faut pouvoir apporter son expertise, son analyse, créer des contenus qui vont être originaux en venant, comme on est en train de le faire par exemple, mettre ensemble des sujets qui ne sont pas forcément habituellement mélangés pour avoir des points de vue qui sont originaux, pour pouvoir avoir des insights qui ne sont pas créables par les IA, par les LLM. Et puis, je voulais rebondir aussi sur ce que tu as dit, que les articles Google ne sont pas forcément le point d'entrée. Reprends-moi si je me trompe, mais je crois que J'ai un pote dans la com, ça a commencé comme un blog. Et justement, maintenant, vous êtes beaucoup plus qu'un blog. Ça va vraiment dans le sens aussi de l'histoire qu'on voit s'écrire en ce moment avec le SEO qui sort complètement du site internet et qui va à la fois sur les plateformes de médias sociaux, sur les vidéos, sur tout un tas de choses, et aussi sur les événements, parce que, comme tu l'as dit, l'humain, il peut pas se faire remplacer encore par les LLM. Donc, rencontrer des gens en vrai, assister à des événements physiques avec des gens, faire des vidéos qui ne sont pas avec des avatars IA, créer des partenariats qui vont par la suite peut-être amener aussi à des backlinks, à valoriser la notoriété de la marque ou du site. En fait, tout ça, c'est finalement très cohérent et on voit une vraie complémentarité entre la vie sur le site et la vie
hors du site. Ouais. Et toi, d'ailleurs, ça représente quoi en termes de part de trafic? Donc, historiquement, c'était un blog. Maintenant que vous avez une grosse audience LinkedIn et réseaux sociaux de manière générale, c'est quoi votre part d'acquisition? Là, je crois qu'on est pas loin des 50-50, donc du trafic organique et du trafic généré par nos plateformes social. Si c'est bien ça la question. Après, le split de par plateforme, on a principalement LinkedIn puisqu'on est un média B2B. Et après, sur l'organique, c'est pareil, c'est un peu tout le temps les mêmes pages aussi parce qu'on est un média d'actualité. Mais aussi de décryptage, ça va être souvent les dossiers qui vont rester, qui vont être un peu plus, on va dire, evergreen, là où l'actualité, elle passe assez vite. Donc, tu l'as très bien dit aussi, Nelly, c'est que à l'origine, on était plutôt agrégateur, hein, on recevait des communiqués de presse, on recevait tout un tas d'informations des départements marketing et des pôles de relations presse, des annonceurs et des agences. Donc, c'était... À l'époque, il n'y avait pas de LLM qui pouvait faire ce travail. Effectivement, maintenant, tu reçois un communiqué de presse, il peut être publié sans retravail particulier, avec une automatisation, avec l'utilisation de l'IA. Et c'est ce que tu disais, c'est que maintenant, c'est pas forcément le seul endroit où on va avoir une plus-value. Et au contraire, c'est juste de se dire que on peut arriver par un article et ensuite découvrir qu'il y a des événements. On peut aller à un événement et découvrir qu'il y a un article, dossier qui existe. Et c'est effectivement la multiplication des formats qui va faire qu'on est moins facilement remplaçable, même si c'est pas forcément ça l'objectif, c'est juste d'apporter de la valeur à ceux qui consomment nos contenus avec, comme vous êtes en train de le faire là, du podcast. On peut nous trouver sur Spotify, on peut nous trouver sur Google si on tape la bonne requête, et puis derrière on peut venir à un événement et se rencontrer aussi. Donc c'est beaucoup plus compliqué d'automatiser et de remplacer avec juste les LLM. Mais ça veut dire que chaque format, vous le déclinez à chaque fois en multimodalité, sur les différents, vidéos, textuels, etc. Ça dépend. En vrai, on a, par exemple, fin d'année dernière, on a décidé de faire des plus gros dossiers qui, eux, allaient être déclinés en carrousel sur les réseaux sociaux et qui allaient donner aussi un événement et potentiellement de la capsule social media vidéo. Donc, en vrai, ça dépend des sujets, ça dépend de l'investissement pour produire le contenu. Mais plus il y a d'investissement pour produire un contenu, plus on aime bien le recycler et faire en sorte que les gens puissent venir à un événement pour en parler. Quand c'est un article plus court ou une news, on va clairement pas faire un événement pour une news. Donc, en vrai, à chaque fois, on a cette réflexion de se dire quel est l'investissement de temps pour produire ce contenu, quelle plus-value on pourrait avoir à le déployer sur un autre format. Et à chaque fois, on se pose la question en fonction du sujet. Ouais. Et c'est intéressant parce que du coup, nous, dans la partie Next Gen SEO avec Nelly, c'est notamment c'est une méthode SEO qu'on a développée pour justement repenser cette notion de multicanalité, parce qu'en fait, les gens qui historiquement font du SEO ont été habitués à rédiger des articles de blog, et tout ce nouveau monde vidéo, multiformat, ça peut faire peur. C'est quoi, toi, ta méthode pour justement réussir à produire du contenu en masse à partir d'une seule pièce de contenu? Est-ce que tu as des conseils, un peu un playbook à nous donner que vous utilisez en interne? Avoir des gens compétents. Je pense que quand on a des gens qui sont très bons et qui aiment leur métier, pour l'instant, l'IA a encore un petit peu de travail, même si ça avance très vite et on en est conscient. On ne veut pas non plus rester... avoir des idées arrêtées sur l'utilisation de l'IA, mais pour l'instant d'avoir des gens passionnés, encore une fois, ça fait qu'ils vont rédiger un dossier peut-être aussi bien qu'une IA dans le futur, mais là où ça va faire la différence, c'est que on va contacter des gens pour prendre la parole dans ce dossier, donc du coup c'est par email, et en fait on répond aux gens parce qu'on les connaît, parce qu'on les a vus à un événement et qu'on a vu qu'ils étaient calés sur un sujet. Donc encore une fois, il y a la complémentarité des formats, et tout ça fait que ça va rester d'humain à humain, quoi. On va vouloir répondre à une interview parce qu'on connaît la personne. C'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure en off, c'est que avant fallait un bon SEO parce que beaucoup de choses arrivaient par là. Maintenant on peut comparer l'email. Avant, avoir l'email de quelqu'un, on se dit ouais, mais moi j'ai accès à cette personne. Mais en fait maintenant les emails, tout le monde peut les trouver avec des outils d'enrichissement de données. Donc ce qui va faire la différence, ça va être l'email, on va pouvoir tous l'envoyer. Par contre la personne, si on n'en ouvre qu'un, qui elle va choisir, c'est encore là où on va marquer la différence. Et cette différence, c'est parce qu'on est allé sur différents formats et on est allé montrer notre plus-value tout simplement lors d'un event, et on sait que le rédac, il est quali et qu'on l'apprécie aussi humainement, et c'est ce qui fait qu'on va ouvrir son email à lui et pas celui des autres qui nous prospectent. La partie relation humaine, tu veux dire, la partie réseau? Ouais, je pense que c'est ce qui fait la différence aujourd'hui,
Et encore une fois, faire un peu de la préférence. C'est comme une brand, hein, une marque. On va se dire, ah bah tiens, il y a Laurent qui m'écrit, c'est cool. Il m'a invité à un de ses événements. Et donc, du coup, là, il me sollicite pour un dossier. Bah, le dossier, il aura pas la même saveur que s'il avait été écrit par une IA et qu'il n'y avait pas un directeur ou une directrice marketing qui prenait la parole dedans. Et alors là, tu me fais faire un pont magnifique. Je suis obligée de donner la parole à Je connaissais pas le déroulé, hein, parce que là. Non, mais je suis obligée de te donner la parole sur ce sujet-là. C'est typiquement le sujet de ton livre, justement, sur la partie... je parle beaucoup d'entités nommées, de knowledge graph, de ce genre de choses. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? C'est vrai que quand tu étais en train de parler, Laurent, tu as dû nous voir faire des petits sourires complices parce que c'est vraiment des sujets qui nous tiennent à cœur avec Camille. Et en fait, toi, tu le vis au quotidien dans l'humain et nous, on voit vraiment le côté, tu vois, impact de ça dans les sites Internet parce que finalement, maintenant, comment est-ce qu'on va choisir sur quel site on va aller? C'est parce qu'on a confiance en ce site ou en cette marque et ça se reflète sur tout un tas de choses. Par exemple, quand tu cherches à acheter un nouveau téléphone ou des écouteurs, eh ben probablement que tu vas chercher plutôt avec la marque qu'avec les caractéristiques dont tu vas avoir besoin parce que tu sais déjà que tu fais confiance à cette marque-là. Tu sais que, par exemple, si tu as un iPhone, tu vas faire partie d'une communauté particulière. Si tu as un casque Beats, tu fais partie d'une autre communauté. Et l'objectif final d'une marque, c'est d'être ce top of mind. Et comment on le fait? Avec tout ce que tu viens d'expliquer, en étant le mail sur lequel on va cliquer, parce que on aura petit à petit en fait ensemencé l'esprit de la personne qu'on veut convaincre. Et donc, comment est-ce qu'on donne envie à quelqu'un de cliquer, que ce soit sur un email ou sur un lien? C'est parce que la personne, elle a confiance, parce que petit à petit, sur tout son parcours d'achat, on lui aura mis des petites graines pour lui montrer que on savait de quoi on parlait, qu'on était cohérent. T'as parlé tout à l'heure de brand aussi. Le fait d'être sur toutes les plateformes, c'est génial. Il faut qu'on puisse savoir que c'est la même marque qui va écrire un article, qui va créer un podcast, qui va être sur un événement, qui va envoyer une newsletter, etc. Donc, vous le faites très bien. Bravo pour ça. Et c'est vrai que c'est un travail qui est quand même compliqué d'être cohérent partout, de pouvoir créer du contenu partout. Mais c'est ça qui va, in fine, pouvoir créer ce qu'on appelle une entité aux yeux de Google et aussi des LLM, qui est quelque chose de conceptualisable, de palpable, d'identifiable. Alors, ça peut être une personne, un événement, une recette de cuisine, un média, un ingrédient de cette recette de cuisine. Et pour créer cette entité qui est finalement le nouveau Graal du SEO, là où avant on travaillait sur les mots-clés, il faut faire ça, il faut être cohérent partout, il faut être digne de confiance auprès de tout le monde pour que les gens nous cliquent et nous citent. Et c'est ça, vous avez super bien réussi à le faire avec le média J'ai un pote dans la com, parce que toute l'audience que vous avez réussi à rassembler sur vos sujets, aujourd'hui, ce volume d'audience crée déjà de l'autorité, parce qu'il y a du monde qui vous suit, et vous avez réussi à créer de la confiance aussi sur les sujets que vous allez aborder. Est-ce que tu l'as fait de manière consciente? Est-ce que à ce moment-là, on parlait pas encore il y a 12 ans quoique d'entité, mais c'était pas encore un sujet aussi central en tout cas dans les notions de référencement. Est-ce que tu sais comment tu as réussi à construire cette confiance autour de ton média? Je pense que donc tu le disais tout à l'heure, c'était un blog à l'origine, et en fait c'était un peu les prémices de l'influence aussi. On était des créateurs de contenu, on partait avec une GoPro sur des lancements produits, des journées presse, et donc du coup c'est un peu inhérent au fait d'être créateur de contenu. C'est venez, je vous embarque et je vous montre un peu les coulisses, je vous montre la vraie vie d'un article que vous allez voir dans un magazine auto que vous suivez. Si vous avez juste quelqu'un que vous suivez sur Instagram ou Facebook qui vous montre les coulisses d'une journée presse, ou qui vous montre un peu avant, parce que du coup ça va plus vite de mettre une story ou un contenu sur Instagram que de devoir assister à la journée presse, de faire son article et que l'article potentiellement arrive dans le magazine. Nous en fait tout de suite on était là dans les backstage. Tout de suite, tu as cette notion de confiance et du coup aussi progressivement d'autorité qui va arriver. Et c'est ce qui a fait, je pense, que les gens tout de suite avaient une grosse notion de confiance. C'est devenu progressivement un média parce que plus tout seul, donc plus de monde. Et on a cet entre-deux de créateur de contenu / média. Donc on embarque avec nous tous ces attributs de confiance et avec le temps et l'ancienneté de légitimité qui fait qu'aujourd'hui les gens nous suivent et continuent de nous suivre pour ça. Et en fait c'est un effet boule de neige et bénéfique, c'est que on montre
directement les choses comme un créateur de contenu, mais on a cette posture et cette stature de média, puisqu'on parle aussi derrière à des décideurs, en tout cas nous concernant sur la niche marketing com. Ouais, et puis du coup, c'est ça qui, finalement, c'est la valeur du média, c'est justement cette confiance que vous avez construite. Et du coup, ça me permet encore une fois de refaire le pont avec la manière dont, algorithmiquement, tu vois, les moteurs de recherche, que ce soit les moteurs de recherche traditionnels, si je peux les appeler comme ça, mais voilà, quand on tapait des mots-clés dans une barre de recherche, VS aujourd'hui, la manière dont l'information est extraite, par exemple, par des AI Overviews. Donc, les AI Overviews, c'est les encarts IA que vous avez quand vous allez taper une requête sur les moteurs de recherche. Vous avez un encart IA qui va résumer la réponse à votre question. Ce qui pose des problèmes aujourd'hui en termes de trafic. Ça cannibalise une grosse partie du trafic parce que les gens, surtout sur des requêtes informationnelles, c'est pour ça que la décision de médias, enfin, sur ton sujet média, c'est hyper intéressant parce que quand les gens se posent des questions, ils ont la réponse directement sur la SERP. Pourquoi ils vont cliquer pour aller lire ton article? Et là où je voulais en venir, c'était une question pour toi, Nelly, c'était comment on peut adapter ça, tu vois, par rapport aux pratiques de SEO qu'on avait l'habitude d'avoir avant, en fait. Comment on adapte ça? Faut que ça soit, aujourd'hui, ça puisse correctement ressortir dans les LLM, ce genre de choses. Encore une fois, Laurent a déjà répondu. En parlant d'authenticité, tu parlais du fait de montrer les coulisses, etc. Ça, c'est des choses que les IA ne peuvent pas inventer, donc elles sont obligées d'aller chercher des sources. Et l'objectif va être de devenir une source préférée des IA et des moteurs génératifs. Et donc, pour ça, ça revient un petit peu à ce qu'on disait précédemment, qui est de créer une entité. Et donc, l'objectif premier, c'est vraiment de devenir un acteur de confiance, d'être pertinent, de pouvoir montrer qu'on sait de quoi on parle, qu'on vit au quotidien ce qu'on est en train de raconter et qu'on est pertinent dans ce qu'on raconte, qu'on peut nous faire confiance et qu'on peut être cité parce que ça va être quelque chose sur lequel les gens vont pouvoir s'appuyer. C'est du contenu qui est unique, qui est idéalement premium et surtout qui est humain, avec une vraie valeur ajoutée, avec une vraie expérience, une vraie expertise. Donc, tout se rejoint, en fait. Quand on essaye de créer quelque chose de qualité, comme un média, par exemple, on essaye de bien faire son travail, on essaye d'avoir des invités qui sont pertinents, on essaye de faire des études de cas, des analyses, des choses comme ça, parce que ça fait avancer aussi les connaissances sur le milieu. Et ça sert à la fois le propos qu'on est en train de développer au moment de l'article ou de l'étude de cas, mais aussi la notoriété générale et la fameuse confiance sur laquelle tout s'appuie maintenant parce que on n'est pas capable, sans cette confiance, de distinguer qu'est-ce qui est véridique, qu'est-ce qui ne l'est pas. On parle énormément des fake news. Une fake news, elle peut aussi être identifiée en fonction de la source qui va la diffuser. Comment elles choisissent leurs sources? Les LLM Alors, il y a plein d'algorithmes qui sont différents. Ça va changer en fonction du moteur qu'on est en train d'étudier, mais de façon générale, ça va être en fonction de plusieurs critères, notamment est-ce que il y a cette confiance. On y revient encore et toujours. Et en fait, quand on pose une question à un LLM, il va venir la disséquer en tout un tas d'autres questions, ce qu'on appelle le query fan-out. Donc, par exemple, si tu demandes quel est le meilleur cadeau pour un pêcheur, alors le LLM, il va d'abord se demander quel est le budget que tu es prêt à attribuer pour cet ami pêcheur qui a 35 ans. Est-ce que c'est un super cadeau de faire un séjour de pêche? Combien ça coûte un séjour de pêche? Quels sont les meilleurs séjours de pêche en France? Donc, il vient subdiviser cette requête-là en plein de questions que nous, en tant qu'humains, on va naturellement se poser, mais qu'un moteur de recherche tel que Google ne se pose pas directement. Google, il va répondre à la question telle quelle. Même s'il a beaucoup évolué ces dernières années, il n'est pas capable actuellement de faire toute cette dissection de sous-thèmes. Et donc, pour revenir à ta question initiale de comment est-ce qu'on apparaît dans les réponses, il faut être pertinent sur toutes les sous-réponses. Une question, en fait, il faut subdiviser le contenu. Est-ce que toi, ça changerait, par exemple, ta manière d'aborder les contenus? Est-ce que tu as vu une différence entre, par exemple, les choses la manière dont vous traitiez les contenus il y a quelques années, est-ce que maintenant vous vous positionnez encore plus sur des sujets de niche pour justement répondre à ces nouvelles exigences? Alors, je sais pas si c'est un exemple à suivre, mais j'ai jamais regardé ni le SEO quand il était, on va dire, un peu classique et tel qu'on le connaît,
Et aujourd'hui, on regarde un peu pour les LLM, mais encore une fois, moi, ce que je dis, c'est que j'écris pour des décideurs. Donc, en fait, d'être référencé correctement sur Google, c'est pas ma prio. S'il y a possibilité d'optimiser, on le fera, mais nos ressources aujourd'hui, elles sont quand même, tu l'as dit, 22. Je peux pas avoir quelqu'un qui va être à fond sur optimiser les contenus. Ça pourrait être un enjeu, sauf qu'aujourd'hui, on peut pas se le permettre. Donc, c'est déjà de se dire, est-ce que le contenu est intéressant pour un décideur? Et ensuite, qui rank, c'est pas forcément ma prio, et donc c'est pas notre prio non plus sur les LLM aujourd'hui, parce qu'encore une fois, moi, ce que je veux recruter, c'est des décideurs marketing et communication. Évidemment, on pourrait si on retombait bien dans les LLM, mais pour moi, le gros du travail, ça reste encore une fois l'humain. C'est les rédacteurs qui rédigent bien, qui viennent et qui peuvent être speakers à un événement, ultra pertinent, et on marquera beaucoup plus de points comme ça que potentiellement de recruter des gens, mais de pas faire ce travail d'être bon ensuite quand ils viennent à un événement. Parce que si on prend le problème par l'autre sens, je peux retomber dans les LLM si j'y mets de la ressource. Pour autant, cette ressource, je préfère qu'elle soit plutôt sur une fois que on a connecté avec la personne, elle reste et elle voit la plus-value, plutôt que juste multiplier les points de contact et se dire, OK, on a beaucoup plus de monde, que ce soit par email, parce que l'article, il est ranké, donc les gens s'inscrivent à la newsletter. OK. Par contre, une fois qu'ils arrivent à un événement, ils parlent à quelqu'un qui potentiellement est un peu plus limité, parce que la ressource, elle a plutôt été mise sur de l'acquisition de nouveaux contacts. Donc encore une fois, je le vois vraiment comme de l'acquisition, le SEO et tout ce qui est LLM, et c'est pas notre prio. Nous, l'acquisition, on l'a fait de bouche à oreille, de recommandations, et par le travail qu'on fait sur principalement les autres formats que le site. Donc toi, t'as un vrai enjeu on et offline. Vous êtes donc de plus en plus présent sur des événements physiques. C'est quelque chose que historiquement vous faisiez déjà ou sur lequel vous êtes en train de transitionner? On le faisait moins, et depuis début d'année, c'est un objectif de minimum un événement par mois. Okay. Parce que c'est ce qui, encore une fois, travaille beaucoup notre légitimité et cette notion de confiance, parce que c'est ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, le fait d'avoir accès à être première page Google, toutes ces choses-là deviennent plus facilement accessibles et vont pas être un gros marqueur de différenciation. Par contre, encore une fois, d'être le meilleur quand on parle à quelqu'un ou être ultra pertinent, ça c'est un plus gros enjeu pour nous, et encore une fois, à mettre en perspective avec le fait qu'on soit un média B2B. Donc c'est encore plus important pour nous, et c'est peut-être moins possible pour un média mainstream B2C qui va potentiellement pas faire d'événements. Et comment tu choisis tes sujets? Est-ce que tu as une ligne éditoriale mensuelle où tu dis on va être présent à tel événement et donc on veut traiter que de thématiques qui tournent autour de l'événement? Tu nous dis que moi par exemple, je me dirais je vais regarder la saisonnalité des volumes de recherche sur telle thématique, et puis je vais publier sur ça parce que je vais faire forcément plus de trafic. On peut, et c'est pas forcément non pertinent de le faire, mais encore une fois, on est très connecté aux décideurs, donc on leur demande c'est quoi vos problèmes là, et on fait beaucoup de veille aussi, donc ça peut être sur l'actualité, ça peut être aussi sur le trafic sur le site, mais on est très en contact avec les gens, donc en vrai leurs problématiques, ils nous les partagent, et de manière très organique, on a des demandes des marques qui viennent communiquer chez nous, puisqu'on est un média, et donc c'est notre business model. Finalement, c'est des signaux faibles qu'ils nous donnent quand ils viennent pour communiquer sur une feature. Ils ont développé une feature, c'est qu'elle a priori une utilité, sinon ils l'auraient pas développée. Donc c'est que c'est un sujet, donc potentiellement un sujet à adresser et à expliquer potentiellement aux décideurs. Donc en fait, une solution SaaS, un outil technique qui dit OK, on a fait l'IA agentique, maintenant on peut faire ci, on peut faire ça. S'ils l'ont fait, c'est qu'ils avaient eux aussi identifié que c'était un pain pour leurs potentiels utilisateurs. Donc encore une fois, en fait, les signaux, ils viennent d'un petit peu partout. Ils peuvent venir des requêtes, mais ils viennent surtout des questions que se posent les gens. Et nous, en l'occurrence, on les entend puisqu'on les rencontre. Au contact direct du marché, finalement. Et j'ai envie de t'utiliser, d'utiliser le fait, en tout cas, que tu sois avec nous aujourd'hui, parce que, encore une fois, c'est des messages qu'on porte beaucoup avec Nelly sur le fait de partir d'un contenu SEO. Donc, nous, on part vraiment du ranking classique et de le décliner en multimodal. Toi, tu as l'habitude justement de produire des contenus sous plein de formats. Nous, en tant qu'SEO, on n'est pas un média, tu vois, à notre échelle. Et il y a plein d'entreprises qui ont envie de se lancer sur de la multicanalité et qui parfois peuvent se sentir un peu, tu vois, dépassées ou étouffées par la montagne à faire. Si tu devais conseiller quelqu'un sur de la production de contenu multiformat, est-ce qu'il y a des choses que toi, tu as mises en place qui permettent de gagner du temps? Ce serait quoi le premier truc que tu recommanderais de faire?
Déjà, c'est de bien savoir à qui on veut parler, parce que si on sait pas trop à quelle audience on parle, finalement, on va arriver sur des contenus peut-être un peu froids, un peu lisses, et on se sent pas forcément ciblé par le contenu, donc on se dit c'est pas forcément pour moi. Donc déjà, c'est de bien savoir à quelle problématique et quel persona on veut s'adresser. Et ensuite, ça va être encore une fois, de se mettre dans sa peau et de se dire quelle info elle a besoin, à quel endroit, sur quel format, parce que c'est pareil de se dire multiformat, ah tiens, je vais faire un podcast. Si la cible, elle écoute pas le podcast, c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc c'est de se dire, voilà, si j'étais cette personne, où est-ce que je voudrais consommer le contenu? Est-ce que c'est une conférence pendant un salon? Et donc, du coup, autant mettre ses ressources pour être à ce salon et y faire une conférence. Comme ça, on délivre notre message. Donc, c'est vraiment d'analyser la personne et ensuite, à quel endroit de son parcours, de sa vie pro on doit être pour l'adresser. Et comment est-ce qu'on encapsule notre message, encore une fois, du podcast court, du podcast long, du podcast à 3, du podcast en one-to-one, de la fiction solo. Donc c'est pareil, en fait, après, quand on creuse et qu'on zoome, un podcast, ok, mais à combien de personnes, combien de temps, combien de questions, comment est-ce qu'on approche éditorialement le podcast. Donc c'est vraiment un gros travail d'analyse, et pas juste de se dire, ok, on y va, c'est de se dire, on va où, avec qui, comment, pour qui. Donc en vrai, le conseil, il est un peu de savoir se dire, il faut être au bon endroit, avec le bon format, avec la bonne écriture. Donc en vrai, le conseil, c'est beaucoup de réflexion, et après de le challenger aussi au réel, quoi, de se dire, ah tiens, je vais faire un format petit déjeuner, je pense que ça va être cool. Faut demander aux gens s'ils sont chauds pour faire un format petit déjeuner. Des fois, c'est des formats after work, ok, est-ce que ça match avec ce qu'on veut délivrer comme message? Parce que le format after work, il y en a qui ont des familles, donc en fait, après le boulot, ils s'en vont. Donc en fait, c'est de le confronter aussi au réel, et c'est ce qu'on fait beaucoup, c'est que des fois, on imagine des formats, on décline un format sur un autre support. C'est d'aller demander aux gens, est-ce que ça vous intéresse en fait? Parce que nous, on a une idée, on a envie de le faire, on est chaud, mais est-ce que vous allez le consommer? Parce que si c'est pour qu'il ne soit pas consommé, on va vite s'essouffler. Super intéressant. J'ai envie de boucler la boucle avec tous les deux en vous demandant, parce que bon, tous les deux, vous savez quand même des années que vous êtes sur votre sujet, c'est quoi la prochaine vague? Toi qui es typiquement, Laurent, sur la partie médias et communication depuis des années. T'as vu Facebook, t'as vu... On dirait que je suis un dinosaure. Tu as vu Facebook qui était à la mode à un moment donné. Non, mais Facebook, Insta, LinkedIn, TikTok, podcast, tu vois. Tu vois comment le truc évoluer dans les années qui viennent? Je pense que ce qui fera la différence, c'est les opérations. Parce que c'est ce qu'on se dit, les outils deviennent de plus en plus accessibles, vont de plus en plus vite, vont de plus en plus loin. Donc je pense qu'il faut s'approprier cette capacité à automatiser, à rendre plus facile, à décliner aussi, parce que les concurrents de demain, ils se forment aujourd'hui et eux maîtrisent les outils. Et donc du coup, on aura une capacité déjà à les utiliser, à les comprendre, et à mettre sur le marché plus rapidement une news, plus rapidement un contenu, produire plus rapidement un podcast, parce qu'il sera prémonté par de l'IA. Donc en fait, c'est de se dire qu'il faut être très agile et très ouvert sur changer des process très opérationnels, pour que je pense que le temps de cerveau disponible qui reste soit sur construire de la valeur et de l'humain et de la connexion. Donc automatiser un max de choses, être très agile sur les opérations pour pouvoir se focus sur aller voir des gens, rencontrer les gens en salon, faire de la connexion. Et c'est ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, connecter à des events, raconter des vraies choses, avoir cette préférence de marque personnelle ou de marque d'entreprise, mais de se dire, le jour où j'ai besoin de cette personne pour créer un contenu avec elle, elle va venir à mon podcast. Et tout ça, ça se travaille tous les jours, et d'automatiser, ou en tout cas d'être à l'aise avec automatiser tout ce qui peut l'être et qui ne dégrade pas la finalité de créer de la valeur pour un persona qu'on a identifié. Ouais. Et comment on intègre ça dans une stratégie SEO? Comment je fais, moi, pour passer de mon étude sémantique sur SEMrush ou SEO Ranking à « Attends, mais je dois aller rencontrer des gens dans la vraie vie ». Comment ça s'intègre? En fait, je pense que... tu as dit tout à l'heure, c'est peut-être pas un bon exemple à suivre la façon dont je fais du SEO, et moi au contraire, je pense que c'est un excellent exemple à suivre, parce que l'objectif final de Google, c'est que l'internaute soit content. Et vous squeezez l'étape plaire à Google pour plaire à l'internaute. Et ça, je pense que c'est le vrai objectif de la création de contenu et de l'inbound marketing et de l'acquisition, parce que on veut au final répondre aux besoins de notre utilisateur. Donc, arrêtez justement de se focaliser sur ce que remontent les outils, parce que Laurent, toi, tu vas directement à la source de quoi a besoin la personne, là où un outil, il vient refléter
le besoin de la personne qui aura été traité en amont ou pas. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment revenir à la source de ce qu'est le marketing, de ce qu'est la connexion avec les humains et de ce qu'est la création de contenu au sens large, c'est-à-dire de répondre à un problème, à un besoin, à une envie de la personne qui va nous lire, qui va nous écouter, qui va nous regarder. Et donc se détacher des outils de ranking, etc. Et on le voit énormément avec le passage d'un SEO qui était centré sur le mot-clé à un SEO qui est centré maintenant beaucoup plus sur l'entité, sur la notion d'intention de recherche. Les outils sont de moins en moins pertinents parce qu'il n'y a pas toute cette sensibilité, toute cette texture qu'on peut avoir autour de la volonté profonde de notre persona. Donc oui, allons les rencontrer, allons répondre à leurs besoins. Si c'est du petit déjeuner, il faut qu'on ait pu capter les signaux faibles en sachant qu'on va s'adresser à des gens qui, comme tu l'as dit, ont une famille et donc ne pourront pas être là le soir. Tout ça, ça se fait en connaissant son persona dès le départ, en allant discuter avec eux, en connectant avec eux, que ce soit dans des événements ou que ce soit en venant récupérer du feedback. Ça peut être aussi avec le SAV. Les SAV donnent énormément d'informations. Donc, pour revenir un petit peu aux propos et à ce que tu me demandais, je pense qu'il faut mettre le SEO au centre de la stratégie d'entreprise, le connecter à la fois avec le SAV dont je viens de parler, avec le product, avec le sales, avec tout ce qui va être création de contenu au sens large. Et ça doit être finalement un multiplicateur de tous ces signaux qui doivent tous converger vers la même chose, qui est de créer le bon produit ou le bon service pour l'utilisateur final. Et ça, ça se fait en le connaissant, en lui répondant, en étant un acteur de confiance pour lui. Et la boucle est bouclée, comme tu l'as dit. Hein. J'aime beaucoup parce que du coup, là, en fait, ton message, c'est de dire remettons l'humain au centre de l'entreprise. Et ça fait le contraste avec tout le début de l'épisode où on s'est dit, mais enfin, attends, il y a les LLM, il n'y a plus de valeur dans le contenu. En fait, aujourd'hui, la vraie valeur, c'est d'avoir une audience qu'on connaît, qu'on maîtrise dans le sens où on sait où est-ce qu'on veut les emmener et on sait ce qui les intéresse. Et seulement à ça vient se greffer les notions de SEO, les notions d'autorité. Et tout ce que finalement on essaie de construire, on le construit d'abord par le réseau, par les événements physiques et par la connaissance de son audience. Merci à tous les deux. Merci pour l'invitation. Ce superbe épisode. J'ai beaucoup aimé la confrontation des deux mondes et puis alors le fait d'avoir la vision média est hyper intéressante, surtout que c'est quand même un gros pilier SEO. À l'époque, on parlait de netlinking, de backlinks. Alors, c'est pas encore tout à fait révolu. Je vais me faire taper sur les doigts si j'ai ce discours-là. Mais c'est vrai que la notion de média est centrale pour construire une autorité organique. Et je te remercie d'avoir été DTVA pour en parler du point de vue de J'ai un pote dans la com, qui est quand même un sacré média d'autorité. Merci à toi, Nelly, aussi, pour merci. décortiquer les notions SEO. Et puis, à vous tous, pour ne pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous. Et on se retrouve très vite pour les prochains épisodes du SEO Summit. Salut!